Notre ambition est de restaurer en profondeur le système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que depuis 2011, c'est-à-dire depuis 4 ans, d'importantes infrastructures sanitaires ont été mises à la disposition des populations. Madame le ministre de la Santé en a fait le point tout à l'heure. Je voudrais vous assurer que nous continuerons nos efforts pour l'amélioration du système de santé, pour rapprocher davantage les structures sanitaires des populations et faire en sorte que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, ait accès à des soins de qualité. À cet égard, nous avons entrepris la réhabilitation et l'extension du service des urgences du CHU de Cocody, qui passera de 30 à 90 lits. Cet ouvrage est important et permettra de résoudre le problème crucial des urgences médicales à Abidjan. Les travaux avancent bien et ils seront livrés au public, j'espère en mai-juin 2015. Nous avons également lancé la réhabilitation du CHU de Yopougon, dont les travaux s'achèveront en 2017. Beaucoup d'autres chantiers seront lancés avant la fin de cette année 2015, notamment l'Institut de cardiologie de Boaké et le Centre de radiothérapie. Chère population de Bodo et de Tiassalé, je suis très heureux de vous remettre personnellement ce jour l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. J'ai à cœur de faire oublier aux Ivoiriens les périodes difficiles traversées pendant plus d'une décennie, en raison donc du manque d'infrastructures sanitaires. Je peux vous dire que vous pouvez nous faire confiance, car la Côte d'Ivoire est au travail et la Côte d'Ivoire avance. Un caterpillar détruisant un mur, un camion de 10 roues transportant des gravats, des tables et bancs cassés et entassés à même le sol, des commerçantes arrêtées avec des complets de pain sur la tête. Nous sommes aux alentours de l'hôpital général d'Abobo Sud. Ici, plus de magasins, plus de commerçants ni de véhicules de transport en commun devant l'hôpital et tout autour. Tout a été déguerpi. Un déguerpissement qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. On ne peut pas tolérer la présence d'installations de commerce autour d'un hôpital. Vraiment, le ministère ne peut pas tolérer ces présences-là. Nous avons saisi le commissariat du 14e qui est juste à côté pour qu'il nous aide après dans le suivi de cette opération-là. Cette opération de déguerpissement alentour de l'hôpital général d'Abobo Sud s'est faite sans heurts. Je tiens vraiment à ce qu'on remercie le président des commerçants de ce site et ses collaborateurs parce que ce déguerpissement s'est déroulé de façon paisible parce qu'ils vraiment ici sont impliqués. Nous avons sensibilisé les commerçants parce qu'au sein de l'hôpital, dans l'entour de l'hôpital, nous avons eu plusieurs problèmes. Il faut dire que ce problème date de plus d'un mois aujourd'hui que nous sommes en train de discuter de ce problème-là. Nous avons essayé quand même de chercher des voies et moyens, des solutions et on nous a dit que vraiment il faut libérer. Rappelons que la buanderie de ces centres de santé avait été incendiée par un court-circuit provenant, selon les responsables de l'hôpital, de l'un des magasins qui occupait l'espace. Débutée le 15 avril, cette opération de déguerpissement se poursuivra jusqu'au 20 avril prochain autour de l'hôpital général d'Abobo Sud. En milieu scolaire, les élèves ne sont pas épargnés par les maladies. Fièvre, douleurs, diarrhée, nausées et vomissements, certaines pathologies souvent manifestes ou quelques alertes nécessitant des mesures thérapeutiques appropriées. Dans l'immédiat, comme on a une boîte à pharmacie, on essaie de savoir d'abord avec l'enfant lui-même ce qu'il a consommé le matin. S'il s'avérait que c'est ce qu'il a consommé le matin qui a provoqué le mal, on essaie de trouver la solution avec la boîte à pharmacie. Mais bien d'écoles ne disposent pas de boîtes à pharmacie ou encore les enseignants ne sont toujours pas outillés pour réagir. À un moment donné, on prenait les enseignants qu'on partait former. Et ceux-là, c'est eux qui représentaient les infirmiers à l'école. Mais maintenant, on ne fait plus. Avoir donc des rudiments et intervenir au moment opportun, c'est le sens de cette formation initiée par le Programme national de santé scolaire et universitaire, PNSU,
en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique avec l'appui de l'UNICEF. Aujourd'hui, nous avons en plus des maladies contre lesquelles nous devons lutter, il y a l'Ebola qui est venu s'ajouter. Donc il faut accroître, il faut accentuer la formation des enseignants. Avant même que l'enfant ne soit transféré dans un centre de santé pour une prise en charge adéquate, il faut qu'il ait des éléments princeps pour qu'arriver là-bas, vraiment cette prise en charge soit correcte. Nous, en tant qu'éducateurs, nous avons beaucoup appris et nous allons apprendre aussi à nos apprenants qui sont ici les élèves. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à nos portes la maladie à virus Ebola. La maîtrise de ces soins de santé primaires, alliée à celles relatives à l'hygiène et à l'environnement, contribuera à l'adoption de comportements responsables au sein des établissements scolaires. Bassin versant du Gourou, depuis le carrefour de l'Indénié au barrage de l'hôpital militaire d'Abidjan en passant par le zoo, Paillé-Est et Doku-Ouest, tous ces sites d'ouvrage d'une superficie globale de 28 km² sont passés en revue. Antoine Gougou, chef du projet, précise que 95% des travaux sont déjà réalisés. Le dispositif pour protéger le pertuis de fond, il est pratiquement achevé. C'est le même principe sur tous les autres barrages. Le pertuis de fond, le déversoir latéral à droite, donc pour prendre le surplus de débit. Vous avez les parois, les parements du barrage. On est en train donc de les engazonner. C'est extrêmement important pour éviter l'érosion. Ce barrage il est pratiquement terminé et doit donc pouvoir jouer son rôle. Rôle qui permettra d'assurer une meilleure régulation des eaux de drainage vers l'exutoire et en particulier vers l'Indénié. Aussi possible, la meilleure gestion des déchets solides pendant la saison pluvieuse. Avant cette période justement, le ministre Mamadou Sanogo tient à s'assurer de l'avancement des travaux. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien avant l'arrivée de M. le Premier ministre. Donc c'était important de faire savoir aux Ivoiriens tout ce qui est fait pour leur confort en matière de saison des pluies. Vous savez que dans 1 mois et demi, les grandes pluies vont démarrer. Il était bon que les Ivoiriens sachent ce qui s'est fait. Ce n'est pas dans la crise qu'il faut montrer aux Ivoiriens que nous sommes à la tâche, c'est bien avant. Principal bénéficiaire du projet du bassin versant du Gourou, les populations de Cocody, Abobo, Adjamé et Plateau. Elles sont interpellées par le ministre en vue de la protection des équipements d'assainissement. D'un coût global de 17 milliards de francs CFA, ce projet du bassin versant du Gourou, entièrement financé par la BAD, sera livré à la fin de ce mois d'avril. Le déjeuner débat de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INATSI, a été une véritable séance de renforcement des capacités des premiers responsables des sociétés publiques et privées. Il a mis en exergue la contribution du tribunal de commerce dans la gouvernance des entreprises. Dr François Koumoué, président du tribunal de commerce d'Abidjan, a instruit les administrateurs sur l'utilité de cette juridiction spécialisée dans le fonctionnement des entreprises. J'ai essayé de faire voir aux administrateurs que le tribunal de commerce était présent à toutes les étapes de la vie de la société, à sa naissance, durant son fonctionnement et à la fin de la société. Ils doivent exercer leurs fonctions dans le respect des lois et règlements. Pour le directeur général et président du conseil d'administration, qui constituait l'essentiel de l'auditoire, cette rencontre a permis de mieux appréhender le rôle du tribunal de commerce, à savoir la nécessité d'assurer une meilleure prise en charge des conflits de la vie économique. Nous savons que l'État de Côte d'Ivoire a mis des outils modernes pour aider l'opérateur économique à se garantir, à se prévenir d'éventuels préjudices. C'est pour l'INATSI un moyen de vulgariser ces instruments-là, de mieux faire connaître ces instruments auprès de sa cible. Le tribunal de commerce d'Abidjan a, depuis sa création en octobre 2012, rendu 8500 ordonnances sur requête et 6400 ordonnances de référé et jugement.
Le convoi de la manifestation s'est mis en route à la mi-journée en direction de l'hôtel de ville. Dans la foule, environ 4 à 5 000 personnes, principalement des jeunes, venus dire non à la violence contre les étrangers. Il y a également des Blancs et des Indiens. Pour tous, il s'agit de rejeter ces attaques dont font l'objet les étrangers de Durban depuis près de 3 semaines. La plupart des personnes rassemblées ici sont là pour espérer que toute l'Afrique, tous les Africains soient égaux et acceptent de travailler ensemble. Je suis ici aujourd'hui pour dire combien je suis contre la xénophobie. Tout ce que l'on voit ces derniers jours à la télévision ou sur les réseaux sociaux est inquiétant et anormal. Certains enfants refusent même d'aller à l'école pour éviter cette situation. C'est triste. En revanche, on voit très peu d'étrangers dans la foule. Ils auraient peur de possibles débordements. Les commerçants se disent très en colère contre les autorités et contre la police qu'ils accusent d'avoir réagi tardivement. Les violences xénophobes de ces derniers jours ont fait au moins 6 morts. Le président Jacob Zuma a lancé un appel au calme. Éparpillés à travers la Colombie, dans des zones rurales isolées ou au cœur de la jungle, les FARC sont toujours maîtres de leur destin. Libre mais affaiblie, l'armée affirme avoir divisé par 2 en 10 ans le nombre de rebelles. Depuis 2008, l'organisation a perdu plusieurs de ses chefs. Les négociations de paix entamées en 2012 ont marqué un tournant. Le conflit armé en Colombie est coûteux, pas seulement en termes de vie, mais aussi pour l'économie. Après avoir plongé de 1,7% en 2009, le PIB du pays a connu une augmentation de 4,7% en 2013. Mais ces chiffres pourraient être bien meilleurs. Selon les autorités, les rebelles coûtent chaque année 1 à 2 points de PIB à la Colombie. Réparation d'infrastructures, budget de la défense qui explose et lutte contre le commerce illégal de la drogue, autant de dépenses qui pèsent sur l'économie. Les revenus des FARC sont issus en majeure partie de leurs liens avec la production et le trafic de drogue. En détruisant les cultures, le gouvernement a mis un coup de frein à la production de la coca, dont est issue la cocaïne. Les cultures de coca ont ainsi été diminuées de moitié depuis 2001, mais s'étendent toujours sur 48 000 hectares. Les activités criminelles représenteraient chaque année 8 milliards de dollars, soit 4 fois les exportations de café colombien.